là-dessus. Je ne fais pas cette partie. Bonjour à tous. Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter comment très concrètement on peut analyser les dépendances et les impacts d'un portefeuille à la biodiversité. Ouais. Pour cela, on va prendre deux portefeuilles en exemple. On va prendre un premier portefeuille coté qui a plus de 100 lignes et un deuxième portefeuille en non coté d'une dizaine de lignes. Voilà, et ça c'est vraiment pour montrer qu'en fait l'analyse se fait que ce soit coté ou non coté, que ce soit beaucoup de lignes ou pas beaucoup de lignes. Exactement. Et donc d'ailleurs, si vous voulez recevoir les rapports pour les regarder en détail, n'hésitez surtout pas à nous envoyer un email à l'adresse qui s'affiche et qui se trouve aussi en premier commentaire. Voilà, donc il y a quelques semaines, vous avez peut-être vu, on a fait une vidéo plus théorique que nous avons appelée Comment prendre en compte la biodiversité dans les décisions d'investissement. Nous vous mettons aussi le lien en commentaire, on vous conseille de la regarder si vous ne l'avez pas vue. Dans cette nouvelle vidéo, nous passons de la théorie à la pratique. Les deux analyses biodiversité que nous allons vous présenter se basent sur la méthodologie ENCORE, qui est une base de données publique soutenue par l'ONU. C'est avec nos amis d'Etifinance que nous avons réalisé cette vidéo ainsi que les analyses biodiversité. Donc si vous voulez que nous vous accompagnions sur ce sujet, n'hésitez pas. Emmanuel vous décrit d'ailleurs à la fin de cette vidéo notre super offre. Ouais, je dirais même plus notre magnifique offre et pour ceux qui sont impatients de la voir, ils peuvent aller directement écouter Emmanuel à la section 4. Allez, c'est parti. Avant de vous montrer les résultats des analyses biodiversité de deux portefeuilles, on va faire 5 minutes de rappel qui nous semble absolument nécessaire pour comprendre le sujet de la biodiversité en lien avec l'investissement. Là encore, pour ceux qui ne veulent pas avoir ce rappel, ils peuvent aller directement écouter Lucie à la section 2. Premier rappel, qu'est-ce que la biodiversité? Alors, c'est très large, c'est un concept assez flou pour beaucoup, mais tout d'abord, la biodiversité, c'est une diversité génétique au sein d'une même espèce. Donc Anne-Sophie et moi n'avons pas le même code génétique, comme vous pouvez le remarquer. C'est aussi la diversité des espèces animales et des espèces végétales et aussi toutes leurs interactions. Mais c'est aussi la diversité des écosystèmes, la mer, le désert, les montagnes, tout ça fait partie de la biodiversité. Un rocher dans une rivière fait partie de la biodiversité. Le rocher a une utilité dans la nature. Il peut permettre par exemple à des plantes de pousser, ces plantes vont filtrer l'air, les plantes vont aussi nourrir des petits poissons qui eux-mêmes permettront la présence d'oiseaux, etc. Un courant marin dans un océan fait aussi partie de la biodiversité, il a une utilité. Donc on peut aussi appeler biodiversité tout simplement nature ou environnement. Deuxième rappel, si on schématise beaucoup les pressions humaines qui sont exercées sur la biodiversité, vous voyez que les pressions elles s'exercent sur 3 sphères. Ces 3 sphères, ce sont donc le sol, l'eau et l'atmosphère. Il y en a d'autres, mais retenez déjà ça, c'est très bien. Sol, eau, atmosphère. Ensuite, les deux pressions les plus importantes sur ces 3 sphères sont, comme vous le voyez, la pollution et l'exploitation. Concernant la pollution, je pollue le sol, je pollue l'eau, je pollue l'air en émettant des gaz à effet de serre qui engendrent le réchauffement climatique. Concernant l'exploitation, ce qu'on peut dire, c'est que j'exploite le sol. Donc si je modifie par exemple une forêt en terre agricole, j'exploite l'eau en prélevant l'eau des nappes phréatiques et des rivières. Ouais, donc retenez bien, hein, sol, eau et atmosphère, et ensuite pollution et exploitation de ces 3 sphères. On reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo et vous comprendrez pourquoi c'est important qu'on vous dise ça maintenant. Donc là, un graphique que l'on aime beaucoup, enfin que j'aime beaucoup, parce qu'Anne-Sophie n'aime pas trop mais le il est graphique. très bien, il est très bien. J'ai absolument voulu vous le montrer. C'est ce graphique donc, qui présente les grandes masses de la composition de la surface de la Terre. Et ça me semble important pour comprendre les enjeux de biodiversité. On voit qu'il y a 70% des océans, il y a 10% de zones difficilement exploitables par l'homme, comme des glaciers, des déserts, des montagnes, et donc il reste finalement 20% de surface exploitable par l'homme. Terrestre. De surface terrestre exploitable par l'homme. Sur ces 20%, vous voyez, on utilise la moitié pour l'agriculture et l'autre moitié pour des forêts et des buissons, et ensuite c'est minime les villes, etc. Retenez aussi que même quand on se balade dans la campagne, le long d'un champ, on a l'impression d'être dans la nature, c'est considéré comme un endroit naturel, mais en fait, quand on étudie la biodiversité, un champ n'a aucune biodiversité. En tout cas, c'est 10% de la biodiversité comparé aux 100% de l'état sauvage si on laissait le champ pousser pendant 200 ans. Dès qu'on va changer l'utilisation d'une terre ou dès qu'on va changer l'utilisation d'une forêt, il va y avoir un énorme impact sur la biodiversité. Et aujourd'hui,
on a une tendance à modifier les espaces naturels pour les transformer en terres agricoles et c'est un énorme sujet sur la biodiversité. Autre grand sujet, comme on l'a dit au départ, ça va être l'eau, la pollution des eaux en règle générale. Donc, en définitive, ce que ça veut dire pour votre portefeuille, vos investissements. Si les entreprises que vous avez en portefeuille ont un impact de près ou de loin sur les sols, l'eau ou le climat, ça veut dire que votre impact sur la biodiversité, a priori, sera important. Et d'ailleurs, on sait qu'aujourd'hui, les 4 chaînes de valeur qui représentent le plus d'impact, 90% des impacts sur la biodiversité, c'est donc l'alimentaire, 50% des impacts sur la biodiversité, les infrastructures et la mobilité, donc le logement, le véhicule, l'infrastructure, etc. 3e chaîne de valeur, l'énergie. Et enfin, 4e chaîne de valeur, l'industrie textile. Ouais, et au passage, si vous avez des industries très carbonées dans votre portefeuille, c'est un peu la double peine pour vous parce que non seulement elles vont dégrader vos KPI liés au climat, mais en plus elles vont aussi se retrouver, elles vont s'être mis en valeur entre guillemets dans votre rapport biodiversité. Donc c'est vraiment pas de bol d'avoir ce type d'industrie. Exactement. Et donc tout ça pour vous dire qu'une des grandes questions pour analyser l'impact de votre portefeuille sur la biodiversité, c'est d'étudier en fait la répartition sectorielle de votre portefeuille. C'est très important. Voilà, donc on vient de le dire depuis le début, les entreprises génèrent des pressions sur la biodiversité. Et là, la méthodologie encore classe ces pressions en 5 catégories. Le changement d'utilisation des surfaces, je change la surface de forêt en terre agricole, l'exploitation des ressources, je tire du minerai, le changement climatique, la pollution et les espèces invasives. Donc on remarque, comme on le disait en introduction, qu'on retrouve le thème du sol, de l'eau et du climat, les 3 grandes sphères. Donc les entreprises génèrent des pressions sur la biodiversité, mais la biodiversité rend aussi des services qui sont gratuits aux entreprises. Donc ça veut dire que ça fonctionne dans les deux sens. Et c'est ça qu'on appelle la double matérialité. L'entreprise impacte la biodiversité et la biodiversité rend des services aux entreprises et donc impacte aussi les entreprises. La réglementation, donc l'article 29 de la loi énergie-climat en ce qui concerne la biodiversité, vous demande d'étudier ces 2 composantes qu'Anne-Sophie vient d'expliquer, car si les services gratuits que procure la nature aux entreprises disparaissaient, eh bien, ça aura des conséquences énormes sur l'entreprise et sur leur rentabilité. Évidemment. Voilà, et donc ces services gratuits qui sont rendus par la nature, on les appelle des services écosystémiques. Services écosystémiques. Et précisément, la méthodologie encore, sur laquelle on travaille pour étudier les impacts et les dépendances, classe les services écosystémiques en 4 catégories. 4. La première catégorie, c'est donc les services d'approvisionnement. C'est-à-dire tout ce que la nature rend comme service physique. Donc ça va être l'approvisionnement en eau, en bois, en or, en pétrole, et tous les matériaux qui sont présents dans la nature. Deuxième catégorie de services écosystémiques importants, vous voyez, c'est les services de renouvellement des ressources. Et là, on peut prendre par exemple le service de pollinisation, ou bien le vent qui va permettre de disperser les graines, ou bien le cycle de l'eau qui va permettre à l'eau de se renouveler, etc. Donc tous les services qui permettent à la nature de se régénérer. Jean-Benoît, est-ce que tu peux nous parler des autres catégories de services ? Non. Donc le troisième, le service de régulation et d'entretien. Donc ça, ce service de régulation et d'entretien, c'est tous les services de biodépollution, par exemple, le fait que les matériaux se dégradent dans la nature, que les plantes filtrent l'eau, comme on a pris comme exemple tout à l'heure, mais c'est aussi tous les éléments naturels qui traitent les odeurs ou atténuent les bruits, etc. Et enfin, le 4e service, c'est tout ce qui est protection des ressources, donc tout ce qui va protéger les ressources en règle générale, donc tout ce qui empêche l'érosion. L'érosion protège les ressources, tout ce qui régule le climat, donc ça évite que la température augmente trop, tout ce qui protège des inondations, un sol friable par exemple, tout ce qui protège des tempêtes. Donc on ne va pas décrire les 21, mais en tout cas il y en a 21 comme vous le voyez et ils ont tous un rôle. Et enfin, dernier rappel, ce que demande l'article 29 de la loi énergie-climat. Anne-Sophie, je te laisse la parole. D'accord. Alors, donc, pour résumer, c'est super de s'intéresser à la biodiversité, aux impacts et aux dépendances des sociétés vis-à-vis de la biodiversité. Mais comme l'a introduit Jean-Benoît, c'est aussi une obligation. Alors, que dit l'article 29 sur la biodiversité, justement, Jean-Benoît ? Mais je te laisse la parole. Je ne fais pas cette partie. Alors, la première chose, c'est de déterminer à quels aspects de la biodiversité votre portefeuille est le plus dépendant. Donc, les grandes dépendances de votre portefeuille à la biodiversité. Deuxième chose, c'est d'identifier les grands impacts de votre portefeuille sur la biodiversité.
Et une fois que vous avez à la fois les dépendances et les impacts, le but c'est évidemment de déterminer une stratégie d'alignement avec les objectifs de long terme liés à la biodiversité, donc globalement une stratégie biodiversité pour votre portefeuille et votre société de gestion. Ouais, et selon nous, vous ne pouvez pas faire de stratégie d'alignement à la biodiversité sans avoir préalablement fait un diagnostic de votre portefeuille et identifier les impacts et les dépendances de vos sociétés, de vos participations sur la biodive. C'est exactement comme aller chez le médecin. Enfin, avant de prendre des médicaments, vous devez faire un petit diagnostic chez le médecin. Et bien là, c'est pareil. Avant de mettre en place la stratégie biodive, vous devez faire une étude de vos portefeuilles pour identifier les priorités. Exactement, et donc c'est ce à quoi sert ce rapport. Et justement, Lucie va vous présenter l'analyse biodiversité qu'on a conduite sur l'Eurostoxx 600 et qui peut se répliquer d'ailleurs sur n'importe quel portefeuille coté. Lucie, nous te laissons la parole. Dans le rapport qu'on a produit, on a étudié un portefeuille du Stoxx 600. La première page du rapport, simplement pour vous donner un petit peu envie de le lire, super belle image. La deuxième page du rapport présente un peu une vue d'ensemble du portefeuille étudié. En présentant la répartition sectorielle, on s'appuie sur le Stoxx 600, donc c'est assez varié, sans surprise. On présente également la répartition géographique pour avoir une vue d'ensemble des implantations du portefeuille. C'est également une des attentes de l'article 29. On présente également les entreprises les plus représentées, qui ont un poids le plus important au sein de ce portefeuille. Novartis, Roche, ASML par exemple. Le rapport sur lequel on a mené l'analyse est décomposé en deux grandes parties. Une première partie qui porte sur une analyse des dépendances du portefeuille et une deuxième partie qui porte sur une analyse des impacts du portefeuille à la biodiversité. La première partie, l'analyse des dépendances du portefeuille, regarde en détail la part des encours qui ont un niveau de dépendance élevé ou très élevé à la biodiversité. On entre ensuite dans un niveau détail pour comprendre quels sont les services écosystémiques dont le portefeuille est le plus dépendant. Ensuite, on regarde secteur par secteur quels sont ceux qui ont les niveaux de dépendance les plus élevés. On identifie les 5 secteurs les plus dépendants à des fins de lisibilité. Pour chacune de ces étapes, on explique ensuite en détail quels sont ces services écosystémiques pour mieux comprendre ce dont il s'agit. Pour cette étude, on a comparé un portefeuille du Stoxx 600 à un benchmark du Stoxx 600 équipondéré. On a une répartition sectorielle qui est à peu près similaire, avec simplement des encours qui sont répartis différemment. Ces éléments-là nous permettent d'apporter une analyse qualitative pour comprendre d'où proviennent ces différences entre les niveaux de dépendance des services écosystémiques entre le portefeuille étudié et son benchmark. Ensuite, on regarde plus en détail quelles sont les entreprises les plus dépendantes à la biodiversité, et donc celles qui contribuent à augmenter le niveau de dépendance du portefeuille. L'ensemble de ces éléments nous permet de produire une analyse qualitative bien plus précise pour également proposer des pistes d'action d'atténuation qui peuvent être initiées par l'investisseur. De la même manière, on applique une analyse similaire pour les impacts du portefeuille sur la biodiversité. Une différence à souligner entre l'analyse des dépendances et des impacts, c'est que pour les impacts, on applique une petite nuance en fonction de la taille de l'entreprise pour mieux refléter l'impact absolu. On s'appuie pour ça sur le chiffre d'affaires. Tout d'abord, 2 chiffres à garder à l'esprit. 58% des encours ont un niveau de dépendance fort ou très fort à la biodiversité et 84% des encours ont des niveaux d'impact forts ou très forts sur la biodiversité. Cette analyse nous permet aussi d'identifier l'eau comme étant un enjeu absolument incontournable en matière de biodiversité pour ce portefeuille. En effet, on a plus de 50% du portefeuille qui a un niveau de dépendance très fort ou fort aux eaux, dans tout ce qu'elles englobent, aux souterraines, aux superficielles. De la même manière, pour les impacts, le portefeuille a un impact significatif sur l'eau, dans l'utilisation de l'eau ou dans les polluants émis dans l'eau. C'est l'ensemble de ces éléments qui nous permet d'émettre la préconisation suivante si une stratégie d'alignement à la biodiversité devait être menée. Faire de l'eau l'enjeu crucial de ce portefeuille et adopter des actions d'atténuation associées. Ça peut passer par différents leviers d'action. Dans le cadre d'un portefeuille coté, on peut s'appuyer sur le vote, sur le dialogue ou l'engagement actionnarial. On peut également imaginer de suivre de façon extrêmement précise des indicateurs liés à l'eau, l'intensité bleue par exemple. On peut également imaginer de se concentrer sur des innovations de produits permettant d'améliorer l'efficacité bleue des entreprises en portefeuille pour réduire les dépendances à l'eau et la pression générée sur l'eau. Pour mener une stratégie d'alignement à la biodiversité, une autre idée, sur la base de l'analyse du portefeuille qui a été menée, serait d'engager en priorité les 5 émetteurs les plus dépendants ou les plus impactants sur la biodiversité. Par exemple Novartis, Roche, Shell, ASML. Présentons maintenant le rapport biodiversité d'un portefeuille non coté. Yes, allons. On a pris volontairement un portefeuille composé de 8 positions, donc tout petit.
Mais évidemment, le principe est exactement le même pour un portefeuille plus gros. Ouais. Alors, comme avec le rapport de l'Eurostoxx que Lucie vient juste de présenter, on commence le rapport par une description du portefeuille et en particulier de sa répartition sectorielle. Et le rapport est ensuite décomposé en deux parties principales. Une partie des dépendances du portefeuille à la biodiversité et une partie des impacts du portefeuille sur la biodiversité. Exactement. Alors l'étude des dépendances permet d'identifier les positions qui sont fortement ou très fortement dépendantes à au moins un service écosystémique. Ouais. Dans cet exemple, 56% des encours du fonds sont fortement ou très fortement dépendants à au moins un service écosystémique. Et là, les services écosystémiques concernés, en l'occurrence, on le voit sur la slide, sont l'eau de surface, l'eau douce et la régulation atmosphérique. Ensuite, on explique clairement dans le rapport ce que veut dire être dépendant à l'eau et être dépendant de la régulation atmosphérique et on explique pourquoi et comment les sociétés du portefeuille sont dépendantes à ces services gratuits. Enfin, on présente les sociétés qui sont dépendantes à ces services et les moyens d'atténuation qu'elles pourraient mettre en œuvre. De là découlent les grands axes d'une stratégie biodiversité pour le portefeuille. Voilà, et pour la partie impact, vous en doutez, on fait exactement la même chose. Tout simplement. Et donc dans cet exemple, 6% du portefeuille avait un impact fort très fort sur la biodiversité et le reste du portefeuille avait un impact fort. Et ici encore, on explique bien sûr quels sont ces impacts forts et très forts et comment est-ce qu'on peut les réduire. Voilà, et encore, ces éléments permettent aussi de déterminer les grands axes de la stratégie biodiversité du portefeuille, ainsi que les axes de travail éventuels pour la société de gestion vis-à-vis de ses positions et de ses participations. Alors on a l'immense plaisir de vous proposer de réaliser ce rapport pour vous. Et si on résume avec ce rapport, vous avez l'étude des dépendances et des impacts à la biodiversité de vos portefeuilles, donc potentiellement pour toute votre société de gestion, avec une analyse des positions les plus importantes sur lesquelles vous allez pouvoir mener des actions concrètes pour améliorer l'empreinte biodiversité du portefeuille. Voilà, et en vous envoyant le ou les rapports que vous allez nous commander, nous vous enverrons également un commentaire vidéo des rapports que vous pourrez ensuite partager à l'ensemble de vos collaborateurs et peut-être aussi à vos investisseurs. Et nous vous donnerons aussi l'accès à une formation spéciale, exclusive de 8 modules pour que vous ayez les bases pour bien comprendre le rapport que vous avez acheté. Voilà, exactement. Et maintenant, on va laisser la parole à Emmanuel Delaville, le fondateur d'Etifinance, pour conclure cette vidéo. À toi Emmanuel. Donc vous l'avez compris, nous sommes très heureux de vous proposer cette offre biodiversité unique avec des talents, Moonshot et Etifinance. Ça permettra de répondre à votre stratégie. Quelle stratégie adopter en matière de biodiversité? C'est-à-dire identifier les entreprises qui ont le plus d'impact sur la biodiversité. Ça, c'est ce qu'on appelle une matérialité. Et puis l'autre, c'est de savoir quel niveau de dépendance ont ces entreprises en matière de biodiversité. Donc, avec cela, vous devriez avoir une lecture assez limpide que tout le monde puisse s'approprier au sein de votre maison. Et, cerise sur le gâteau, la formation Moonshot, une formation qui, là, va permettre de démystifier, clarifier l'ensemble de ces enjeux et vous serez enfin prêt d'avoir votre feuille de route pour une biodiversité alignée avec les enjeux d'une transition réussie.